nous présenter la séance numéro 2. Merci. Bonjour à tous. Donc, je prends ma vue baisse. Donc, la séance 2 devait être présidée par Nathalie Mercier-Perrin, mais je comprends qu'elle n'est pas là. Voilà. Donc, je vais prendre sa place. Alors, donc cette séance 2 consacrée à la propulsion vélique avec quatre mémoires. Le premier d'entre eux, présenté, je pense, par un auteur, François Lefaudeux, navire à voile auxiliaire, domaine de vent utile. Donc, même principe, je vous propose 20 minutes et puis 10 minutes de questions. Il y a le choix des micros. Oui, effectivement, vous avez le choix. Donc, je suis à la retraite depuis longtemps, donc je suis de la vieille école, donc tout ce qui est ordinateur, je trouve ça très bien, mais j'aime aussi faire un peu de trucs concrets et comprendre. Donc, avec mes amis architectes navals de la voile, on s'est demandé quel pouvait être le domaine de vent utile pour des cargos en propulsion auxiliaire à la voile. Il ne s'agit pas de faire des cargos à voile. Alors ici, par contre, sur la photo, vous avez un bateau à voile qui est en fait un gros cargo à voile, puisque sur un déplacement de 140 tonnes environ pour ce bateau, il y a 20 à 25 tonnes de coques et de castillage, et il y a 110 tonnes de cargo, mais c'est du cargo inamovible, c'est du plomb. Donc, mais là, c'était entièrement à voile. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de voile, planche suivante, il y a la voile que vous avez vue, c'est la partie aérodynamique, et en dessous, il y a une autre voile qui est la voile hydrodynamique. Alors, nous, on parle de voile dans le domaine naval. Dans le domaine aéronautique, on parle d'aile, mais ça revient au même. Et ce sont exactement les mêmes équations. Donc, eau ou air, il y a une petite différence, c'est la densité. Un rapport de 800, ce n'est pas négligeable. La compressibilité, j'en parle pas trop parce qu'on n'est pas dans des vitesses où la compressibilité joue. Donc, la propulsion à voile, c'est un échange d'énergie hydrothermodynamique entre le dessous et le dessus. Et c'est totalement symétrique. Planche suivante. Bon, alors là, on change quand même de carène. C'est un cargo, et un cargo, même un cargo qui a des formes avant et arrière relativement fines. Au milieu, c'est rectangulaire. Et donc, ça ressemble, comme je dis dans le texte de la conférence elle-même, à une boîte à chaussures. Ce n'est pas très proche d'une aile au sens aérodynamique du terme. Et pourtant, ça peut fonctionner. Et c'est ce que tous les gens espèrent, beaucoup d'équipes essaient de faire et ont réalisé d'ailleurs. Alors maintenant, mon but, c'était de savoir quelles étaient les conditions de vent pour lesquelles la propulsion auxiliaire était utile et les zones où il fallait mieux rentrer les voiles. Donc, planche suivante. Alors, là, on rentre dans le dur du sujet. Il s'agit du coefficient du rapport, coefficient de portance. Et ici, donc, L, la portance, et D, la traînée. Donc, ce qu'on appelle quelquefois la finesse pour un planeur ou des trucs comme ça. Et là, aux surprises, on voit qu'on parle pour des angles de dérive relativement faibles de finesse très importante. Et effectivement, cette finesse ensuite se réduit quand l'angle de dérive augmente, ce qui est d'ailleurs classique même sur les ailes normales aérodynamiques, où
où en général, la meilleure finesse est pour un angle d'incidence de, en gros, 1,8 degrés. Mais alors, pourquoi ce truc très surprenant pour une coque de cargo? Là, j'ai surligné, je ne me rappelle pas laquelle, mais enfin, là, c'est l'Elf 16, par exemple. L'astuce, c'est qu'il s'agit de la traînée induite supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a la traînée qui est traitée par la propulsion mécanique, et quand on met la voile, on fait de la force propulsive, on fait une force latérale, une portance sur la coque et une traînée supplémentaire. Et c'est cette traînée supplémentaire qui quand le bateau a une bonne vitesse, a un rapport portance-traînée relativement faible. Et évidemment, si le utilise du navire à laquelle on travaille diminue, par exemple, vous allez voir tout de suite, je fais des calculs pour 15 nœuds, si on fait pour 10 nœuds, les traînées sont en V2, en gros, et donc le rapport 10 à 15, ça fait en gros 2,25, donc on double facilement l'angle de dérive. Et la performance de la voile auxiliaire diminue de ce fait. Donc l'équilibre est très compliqué. Donc, vue suivante. Bon, alors là, ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est. Je n'ai pas réussi à faire plus simple. En fait, ce qui est important, c'est la partie qui est ici. Vous avez deux phénomènes. Vous avez la partie aérienne qui est en bleu, là, et la partie hydrodynamique qui est en vert. Donc, vous avez le vent qui crée une portance sur la voile avec une composante transversale. Ici, et donc qui va créer forcément en contrepartie une portance sur la coque et une traînée induite qui est ici, que j'ai représentée ici avec une proportion de 1/5. Donc, ça veut déjà dire que pour que la voile soit utile, il faut que la portance sur la voile soit en avant de cette ligne qui est à 11 degrés en avant du travers. Donc, avec une voile idéale, on a cet angle-là qui fait environ 11 degrés. Mais évidemment, la voile a également sa propre finesse. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que la portance réelle de la voile soit autour de ça, ce qui entraîne la limite de près que le bateau peut faire. Alors, ensuite, ça entraîne à réfléchir sur le triangle qui est en haut à droite. Et là, deuxième planche, la planche suivante, si elle veut venir, voilà. Donc c'est l'agrandissement du schéma précédent, qui est le schéma classique, avec vent vrai, vent relatif. Donc, j'ai une vitesse navire qui est verticale, ici en rouge, qui est de 15 nœuds. J'ai la limite de vent apparent. Si je suis plus pointu par rapport au vent apparent, ça ne marche pas. Je suis de ce côté-ci. J'ai une incidence positive, toute traînée confondue, du point de vue propulsif. Alors, donc on a le vecteur de 15 nœuds, etc. On fait les calculs et on a la vitesse limite et le cap limite de vent qui est ici, qui est donc la tangente
à l'angle limite ici. Donc à ce moment-là, le vent apparent est pile à la limite. Là, j'ai représenté ensuite un cercle où j'ai eu nœud de vent. Si on est avec un angle de vent qui fait qu'on est sur cette partie-là du cercle pour le vent apparent, on est du mauvais côté. Par contre, si le vent apparent vient on a on est dans le bon secteur, d'où ce circuit vert. Devant. Donc, ça conduit rapidement. Donc là, les données sont indiquées là. Une finesse aérodynamique de 5, une finesse aérodynamique de 10, qui est quand même beaucoup. La vitesse de navire 15 nœuds, et le vent vrai, 8 nœuds. Donc, à partir de là, on voit quelle est l'équation. Et ça permet de tracer sur un plan, alors planche suivante. Donc, vitesse du vent vrai, gisement du vent tout aussi vrai, hein, pas le vent apparent, le domaine de vent favorable. Bon, il est évident que si le vent est inférieur à 4 nœuds ou quelques, ça ne marche pas. Et puis au fur et à mesure que la vitesse du vent augmente, la zone favorable augmente. Bon, évidemment, quand on arrive à 15 nœuds, on peut avoir du vent arrière, puisque à ce moment-là, le vent apparent arrière devient positif, au-delà de 15 nœuds, et du côté du près, bon, ben, on est limité, bien sûr, aux 17 degrés qu'il y avait tout à l'heure. Et donc, ça donne la zone de vent théoriquement favorable. Alors maintenant, la zone pratique, c'est plus réduit que la zone théorique, d'une part parce que bon, on ne va pas hisser les voiles pour un peu, une aide de 0,5% ou 1%. Et ensuite, il faut tenir compte d'autres événements éventuels comme une augmentation du fardage et des trucs comme ça. Mais ça donne déjà, ça permet d'avoir une ordre d'idée. C'est grossier, hein, mais ça donne une bonne idée du domaine à chaque fois, du domaine possible, en fonction de la vitesse du vent et des caractéristiques de finesse de la coque et de la voile utilisée. Alors, donc on peut mettre des coques avec une finesse plus ou moins grande, on peut mettre des systèmes de voiles avec des voiles épaisses, fines, on peut mettre des voiles avec des cylindres tournants, etc. Et on aura à chaque fois le domaine de vent. Ensuite, oui, alors j'en ai déjà un peu parlé. Est-ce que c'est aussi simple que ce que je viens de dire? Pas tout à fait. Bon, parce qu'il y a, comme je l'ai déjà signalé, il y a un petit tour de passe-passe, puisque l'angle des dérives intervient dans la finesse hydrodynamique et que ça se couple. Et donc, plus on met de voile, plus on a de portance transversale, plus l'angle de dérive augmente, et donc moins la composante hydrodynamique est efficace. Mais ma réponse, c'est quand même qu'un petit calcul comme ça, qui a une équation extrêmement simple, puisqu'il y a simplement un arc tangente, pas un arc tangente, pardon, un arc cosinus, vitesse limite sur vitesse vraie du vent, permet de visualiser rapidement, de manière approximative, l'intérêt ou non d'ajouter une voilure auxiliaire. Et la conclusion à laquelle on arrive, si on revient sur la planche précédente, voilà,
c'est que finalement, le domaine de vent favorable est plutôt plus grand que ce qu'on peut penser a priori. Du moins quand le bateau a une vitesse suffisante. Mais évidemment, si on va vers une propulsion à voile pure, là le spectacle est beaucoup plus désolant. Alors, on va vers la dernière planche, encore une, voilà. Donc ça, c'est un beau bateau à voile qui avait été fait par toute une série par les sentiers atlantiques, les sentiers du Havre, et qui navigue toujours avec, je crois, un grand succès. Et donc j'ai terminé. Merci beaucoup. Je crois qu'on... Nous présenter la séance numéro 2. Merci. Bonjour à tous. Donc, je prends ma vue baisse. Donc, la séance 2 devait être présidée par Nathalie Mercier-Perrin, mais je comprends qu'elle n'est pas là. Voilà. Donc, je vais prendre sa place. Alors, donc cette séance 2 consacrée à la propulsion vélique avec quatre mémoires. Le premier d'entre eux, présenté, je pense, par un auteur, François Lefaudeux, navire à voile auxiliaire, domaine de vent utile. Donc, même principe, je vous propose 20 minutes et puis 10 minutes de questions. Il y a le choix des micros. Oui, effectivement, vous avez le choix. Donc, je suis à la retraite depuis longtemps, donc je suis de la vieille école, donc tout ce qui est ordinateur, je trouve ça très bien, mais j'aime aussi faire un peu de trucs concrets et comprendre. Donc, avec mes amis architectes navals de la voile, on s'est demandé quel pouvait être le domaine de vent utile pour des cargos en propulsion auxiliaire à la voile. Il ne s'agit pas de faire des cargos à voile. Alors ici, par contre, sur la photo, vous avez un bateau à voile qui est en fait un gros cargo à voile, puisque sur un déplacement de 140 tonnes environ pour ce bateau, il y a 20-25 tonnes de coque et d'accastillage, et il y a 110 tonnes de cargo, mais c'est du cargo inamovible, c'est du plomb. Donc, mais là, c'était entièrement à voile. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de voile, planche suivante, il y a la voile que vous avez vue, c'est la partie aérodynamique, et en dessous, il y a une autre voile qui est la voile hydrodynamique. Alors, nous, on parle de voile dans le domaine naval. Dans le domaine aéronautique, on parle d'aile, mais ça revient au même. Et ce sont exactement les mêmes équations. Donc, eau ou air, il y a une petite différence, c'est la densité. Un rapport de 800, ce n'est pas négligeable. La compressibilité, j'en parle pas trop parce qu'on n'est pas dans des vitesses où la compressibilité joue. Donc, la propulsion à voile, c'est un échange d'énergie hydrothermodynamique entre le dessous et le dessus. Et c'est totalement symétrique. Planche suivante. Bon, alors là, on change quand même de carène. C'est un cargo, et un cargo, même un cargo qui a des formes avant et arrière relativement fines. Au milieu, c'est rectangulaire. Et donc, ça ressemble, comme je dis dans le texte de la conférence elle-même, à une boîte à chaussures. Ce n'est pas très proche d'une aile au sens aérodynamique du terme. Et pourtant, ça peut fonctionner. Et c'est ce que tous les gens espèrent, beaucoup d'équipes essaient de faire et ont réalisé d'ailleurs. Alors maintenant, mon but c'était de savoir quelles étaient les conditions de vent pour lesquelles la propulsion auxiliaire était utile et les zones où
il fallait mieux rentrer les voiles. Donc, planche suivante. Alors, là, on rentre dans le dur du sujet. Il s'agit du coefficient du rapport, coefficient de portance. Et ici, donc, L, la portance, et D, la traînée. Donc, ce qu'on appelle quelquefois la finesse pour un planeur ou des trucs comme ça. Et là, aux surprises, on voit qu'on parle pour des angles de dérive relativement faibles, de finesse très importante. Et effectivement, cette finesse ensuite se réduit quand l'angle de dérive augmente, ce qui est d'ailleurs classique même sur les ailes normales aérodynamiques, où en général, la meilleure finesse est pour un angle d'incidence de, en gros, 1,8 degrés. Mais alors, pourquoi ce truc très surprenant pour une coque de cargo? Là, j'ai surligné, je ne m'en rappelle pas laquelle, mais enfin, là, c'est l'Elf 16, par exemple. L'astuce, c'est qu'il s'agit de la traînée induite supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a la traînée qui est traitée par la propulsion mécanique, et quand on met la voile, on fait de la force propulsive, on fait une force latérale, une portance sur la coque et une traînée supplémentaire. Et c'est cette traînée supplémentaire qui, quand le bateau a une bonne vitesse, a un rapport portance-traînée relativement faible. Et évidemment, si le utilise du navire à laquelle on travaille diminue, par exemple, vous allez voir tout de suite, je fais des calculs pour 15 nœuds, si on fait pour 10 nœuds, les traînées sont en V2, en gros, et donc le rapport 10 à 15, ça fait en gros 2,25, donc on double facilement l'angle de dérive. Et la performance de la voile auxiliaire diminue de ce fait. Donc l'équilibre est très compliqué. Donc, vue suivante. Bon, alors là, ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est. Je n'ai pas réussi à faire plus simple. En fait, on a ce qui est important, c'est la partie qui est ici. Vous avez deux phénomènes. Vous avez la partie aérienne qui est en bleu, là, et la partie hydrodynamique qui est en vert. Donc, vous avez le vent qui crée une portance sur la voile avec une composante transversale. Ici, et donc qui va créer forcément en contrepartie une portance sur la coque et une traînée induite qui est ici, que j'ai représentée ici avec une proportion de 1/5. Donc, ça veut déjà dire que pour que la voile soit utile, il faut que la portance sur la voile soit en avant de cette ligne qui est à 11 degrés en avant du travers. Donc, avec une voile idéale, on a cet angle-là qui fait environ 11 degrés. Mais évidemment, la voile a également sa propre finesse. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que l'angle, la portance réelle de la voile soit autour de ça, ce qui entraîne la limite de près que le bateau peut faire. Alors, ensuite, ça entraîne à réfléchir sur le triangle qui est en haut à droite. Et là, deuxième planche, la planche suivante, si elle veut venir, voilà. Donc c'est l'agrandissement
du schéma précédent, qui est le schéma classique, avec vent vrai, vent relatif. Donc, j'ai une vitesse navire qui est verticale, ici en rouge, qui est de 15 nœuds. J'ai la limite de vent apparent. Si je suis plus pointu par rapport au vent apparent, ça ne marche pas. Je suis de ce côté-ci. J'ai une incidence positive, toute traînée confondue, du point de vue propulsif. Alors, donc on a le vecteur de 15 nœuds, etc. On fait les calculs et on a la vitesse limite et le cap limite de vent qui est ici, qui est donc la tangente à l'angle limite ici. Donc à ce moment-là, le vent apparent est pile à la limite. Là, j'ai représenté ensuite un cercle où j'ai eu une nœud de vent. Si on est avec un angle de vent qui fait qu'on est sur cette partie-là du cercle pour le vent apparent, on est du mauvais côté. Par contre, si le vent apparent vient on a on est dans le bon secteur. D'où ce circuit vert. Devant. Donc, ça conduit rapidement. Donc là, les données sont indiquées là. Une finesse aérodynamique de 5, une finesse aérodynamique de 10, qui est quand même beaucoup. La vitesse de navire 15 nœuds, et vent vrai, 8 nœuds. Donc, à partir de là, on voit quelle est l'équation. Et ça permet de tracer sur un plan, alors planche suivante. Donc, vitesse du vent vrai, gisement du vent tout aussi vrai, hein, pas le vent apparent, le domaine de vent favorable. Bon, il est évident que si le vent est inférieur à 4 nœuds ou quelques, ça ne marche pas. Et puis au fur et à mesure que la vitesse du vent augmente, la zone favorable augmente. Bon, évidemment, quand on arrive à 15 nœuds, on peut avoir du vent arrière, puisque à ce moment-là, le vent apparent arrière devient positif, au-delà de 15 nœuds, et du côté du près, bon, ben, on est limité, bien sûr, aux 17 degrés qu'il y avait tout à l'heure. Et donc, ça donne la zone de vent théoriquement favorable. Alors maintenant, la zone pratique, c'est plus réduit que la zone théorique, d'une part parce que bon, on ne va pas hisser les voiles pour un peu, disons, une aide de 0,5% ou 1%. Et ensuite, il faut tenir compte d'autres événements éventuels comme une augmentation du fardage et des trucs comme ça. Mais ça donne déjà, ça permet d'avoir une ordre d'idée. C'est grossier, hein, mais ça donne une bonne idée du domaine à chaque fois, du domaine possible, en fonction de la vitesse du vent et des caractéristiques de finesse de la coque et de la voile utilisée. Alors, donc on peut mettre des coques avec une finesse plus ou moins grande, on peut mettre des systèmes de voiles avec des voiles épaisses, fines, on peut mettre des voiles avec des cylindres tournants, etc. Et on aura à chaque fois le domaine de vent. Ensuite, oui, alors j'en ai déjà un peu parlé, est-ce que c'est aussi simple que ce que je viens de dire? Pas tout à fait. Bon, parce qu'il y a, comme je l'ai déjà signalé, il y a un petit tour de passe-passe, puisque l'angle des dérives
intervient dans la finesse hydrodynamique et que ça se couple. Et donc plus on met de voile, plus on a de portance transversale, plus l'angle de dérive augmente, et donc moins la composante hydrodynamique est efficace. Mais ma réponse, c'est quand même qu'un petit calcul comme ça, qui a une équation extrêmement simple, puisqu'il y a simplement un arc tangente, pas un arc tangente, pardon, un arc cosinus, vitesse limite sur vitesse vraie du vent, permet de visualiser rapidement, de manière approximative, l'intérêt ou non d'ajouter une voilure auxiliaire. Et la conclusion auquel on arrive, si on revient sur la planche précédente, voilà, c'est que finalement le domaine de vent favorable est plutôt plus grand que ce qu'on peut penser a priori. Du moins quand le bateau a une vitesse suffisante. Mais évidemment, si on va vers une propulsion à voile pure, là le spectacle est beaucoup plus désolant. Alors, on va vers la dernière planche, encore une, voilà. Donc ça, c'est un beau bateau à voile qui avait été fait par toute une série par les sentiers atlantiques, les sentiers du Havre, et qui navigue toujours avec, je crois, un grand succès. Et donc j'ai terminé. Merci beaucoup. Je crois on a pas mal de temps pour des questions. Alors, est-ce qu'il y a une première question? Régis? Oui, Régis Beaugrand. Oui, j'ai une petite question parce qu'il y a eu beaucoup de progrès ou d'améliorations qui ont été faites pour les voiles qui peuvent être mises sur des navires de commerce. Est-ce que vous pensez que des améliorations du point de vue hydrodynamique sur la coque pourraient améliorer les choses aussi? Donc, oui, dans le texte lui-même, je parle éventuellement de mettre des dérives. Il est sans aucun doute que même une dérive relativement limitée sera efficace, puisque j'ai parlé du rapport des densités, 800. Donc, ça veut dire théoriquement, toutes choses égales par ailleurs, que le rapport entre surface de voile et surface de dérive, pour avoir l'équilibre, devrait être de 800. En fait, ce n'est pas vrai, il faut plutôt 100-200. Mais quand même, ce rapport est important. Donc même avec des surfaces de voile comme celle-là, si on prend 1/100 ou 1/200 de la surface de voile de ce voilier, ça ne fait pas une dérive énorme, au point de vue surface. Donc c'est tout à fait possible et ça améliorerait considérablement les choses, en particulier vers les faibles vitesses. Alors ceci étant, même déjà sur cette taille de navire, là, qui fait quand même, je ne me rappelle plus combien il fait, mais il fait 150 mètres, un truc comme ça, ça devient mécaniquement un peu difficile, puisqu'il faut évidemment une dérive relevable, parce que vite, on augmente le tirant d'eau considérablement. Donc, ça va, ma réponse est oui, c'est bien dès qu'on a des navires pas trop grands, mais dès qu'on va vers des cargos importants, ça devient totalement impossible. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je commence par ici. Partout. Oui, merci. Oui, il y a effectivement en ce moment beaucoup de projets de bâtiments, de navires de transport à voile, notamment des paquebots à voile. Les chantiers de l'Atlantique sont en train d'en réaliser. Est-ce qu'à votre connaissance, ces chantiers ont appliqué effectivement ce genre de méthode pour évaluer notamment les bilans énergétiques en matière de propulsion? Les architectes que je connais et les chantiers utilisent des outils beaucoup plus sophistiqués, en fait. Ce qu'on appelle des PPP, des trucs comme ça, plus tous les logiciels
d'hydrodynamique par ordinateur. Et parce que ce qu'il faut optimiser, c'est... Bon, ça donne un premier dégrossissage, mais eux, ils vont beaucoup plus loin. Et ils regardent sur une route donnée, avec des probabilités de vent, comment ça fonctionne, si c'est rentable ou pas, et de combien. Bon, si ça fait gagner 2 ou 3% de carburant, comparé au coût d'installation et de fonctionnement de ces affaires-là, ce n'est pas forcément rentable. Donc, les gens, à mon avis, utilisent beaucoup plus des outils perfectionnés. Et faire le petit calcul que je viens de faire, je ne pense pas qu'ils le fassent très fréquemment. Et pourtant, ma position, c'est de dire, ça permet de dégrossir. Mais ça permet de dégrossir, c'est tout. Alors, pour revenir au calcul de coin de table, parce que parmi les projets, il y a beaucoup de cargos de taille moyenne, voire même petite, et donc qui seront sensibles à la gîte. Alors, est-ce qu'on peut, en extrapolant votre approche, essayer de voir ce qui se passe quand le navire commence à gîter de quelques degrés? À mon avis, oui, parce que il y a des projets avec différents types de voiles, avec différents, etc., des voilures plus ou moins importantes, ce qui compte beaucoup, parce que ça va définir les forces en jeu, et donc les dérives et les traînées, enfin, etc. Donc oui, ça peut servir, et à mon avis, faire avancer le projet beaucoup plus vite, avant de se lancer dans des calculs ordinateurs lourds. Merci. Je crois qu'il y avait une autre question d'Alain, c'est ça? Tu avais une question? Oui, puisqu'on est dans les ordres de grandeur, depuis quelques temps, quelques années, les projets de cargo à voile fleurissent, différents types de gréements d'ailleurs, fixes, mobiles, tournants, etc., rigides ou pas. Et chaque projet affirme des gains de puissance de 15 à 20%. C'est le chiffre que tout le monde annonce. Alors après, il y a des petits codicilles en caractères petits, suivant la route, suivant le vent, suivant ci, suivant ça. Mais cet ordre de grandeur de 15-20%, est-ce qu'il paraît grosso modo réaliste, ou bien est-ce qu'on est plutôt dans les quelques pourcents? Bon, il y a ce qui est effectivement affiché pour promouvoir ces projets. Et la réalité. Alors la réalité, pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas beaucoup de données de terrain. Et finalement, l'opinion, parce que ça reste une opinion pour l'instant, des architectes navals que je connais, architectes navals de la voile, c'est que 20%, c'est quand même assez optimiste, pour ne pas dire plus. C'est bien ce qui me semble. Juste une petite question. Les résultats de finesse de vos coques de navires marchands, c'est des finesses qui ont été calculées en bassin de carène, ou comment vous avez la première courbe, le premier graphe que vous avez montré avec la finesse induite? Pardon, j'ai du problème auditif. La finesse induite des carènes de navires. Et elles ont été calculées comment? J'ai toujours pas compris. Non, mais parlez sur le micro, ça va mieux. La finesse. Oui. La finesse des coques, comment elles ont été calculées? En bassin de carène ou... Alors, là, celle que j'ai présentée, c'est un bassin des carènes. Bon, c'est pas très difficile à mesurer. Il suffit de mettre la coque un peu de travers et voir quelle est la traînée supplémentaire. On fait un essai avec carène dans l'axe, on mesure la traînée, on fait un run avec 1 degré, on fait un run avec 2 degrés, tout ça à la même vitesse. Et ça donne les courbes. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup de faits comme ça. J'en ai trouvé
2 ou 3. Mais effectivement, ça fait partie de la donnée de base qu'il faut avoir. Hein. Et ça, les bassins des graines le font facilement. Ce n'est pas un problème technique important. Hein. Alors, je n'ai pas insisté, mais j'en parle un peu dans le papier lui-même. Il y a aussi le fait qu'il y a une traînée supplémentaire due à la gîte. Mais enfin, elle est en général très très faible, là. Merci. On a encore du temps pour des questions, s'il y en a d'autres. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres... Ah si, Oui. une dernière question. Sur ce type de bateau, quel est l'ordre de grandeur de la dérive du bateau? À mon avis, ça tourne autour de 2 degrés, parce que c'est relativement faible, parce que comme le bateau est déjà à 15 nœuds, ou à 10 nœuds, enfin là, sur les paquebots, ils voudraient pouvoir faire marcher les paquebots. C'est le projet qu'a Saint-Nazaire en cours de réalisation. D'ailleurs, ils veulent pouvoir marcher à la voile pure. Alors là, ça devient très difficile. Surtout que là, Saint-Nazaire, il fait un bateau qui fait pas loin de 200 mètres de long. Hein. Mais là, quand vous êtes déjà à 15 nœuds avec votre machine, en gros, on tourne autour de 2 degrés, quoi. C'est pour ça que j'ai utilisé des coefficients de finesse, des rapports portance traînée relativement élevés. Et évidemment, si vous réduisez la vitesse, comme j'ai dit, 10 nœuds, ben à ce moment-là, vous serez à 4 degrés de gîte et avec une finesse beaucoup plus faible. Donc, d'un côté, si vous êtes à plus grande vitesse, plus vous êtes vite, moins la zone de vent favorable est grande parce qu'il faut plus de vent pour atteindre les bons angles. Mais la finesse est bonne. Et si vous fonctionnez à une vitesse de navire plus faible, le domaine de vent est théoriquement plus large, mais comme la traînée est plus forte, en fait, ça se réduit aussi. Donc il y a un optimum. Alors, je n'ai pas calculé, hein, mais c'est probablement entre 10 et 15 nœuds, probablement, mais à peu près, quoi. Mais, au-delà, ça va trop vite, et en dessous, on devient une savonnette. Encore une dernière question. Oui, bonjour, Bertrand Alessandrini, Farwind Energy. Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, j'avais plus un commentaire global qu'une question par rapport à la question qui a été posée précédemment sur est-ce que finalement on peut gagner beaucoup avec une propulsion vélique. Moi, je fais partie des gens qui ont utilisé de nombreux VPP, de nombreux simulateurs sur un très grand nombre de routes. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est très dépendant de la route et évidemment du vent qu'il y a sur cette route. Et en gros, la variabilité, c'est entre 5%. Donc là, on peut dire que ce n'est pas intéressant, et parfois 30%. Et on s'est rendu compte que si on se dit que 20% c'est intéressant, alors dans ces cas-là, il y a 20% des navires de la flotte mondiale sur lesquels ça peut être intéressant d'utiliser une propulsion vélique. Donc voilà, il faut retenir ces deux chiffres, de 20% de la flotte sur lequel vous pouvez gagner 20% de la consommation. Oui, alors je voudrais compléter aussi, c'est-à-dire que dans l'optimisation, on peut moduler la route pour avoir des vents plus favorables. C'est ce que je faisais dans le passé avec comment ça s'appelle, les charts, les routes pour les voiliers, quoi, de commerce. Oui, vous faites référence au routage, en fait. Et donc, on faisait du routage. Et là, j'avais un arrière-grand-père qui était capitaine de long cours dans les années 1800 et quelques, à la voile. Bon, il était uniquement à la voile, donc il faisait des routes qui n'étaient pas du tout droites. Hein. Oui, c'était le pilote charge dont je voulais parler. Ça me revient. Et donc là, les pilotes charge vous donnaient les routes à l'époque pour les voiliers en fonction des saisons et donc des vents dominants. Et là, effectivement, si on accepte d'allonger la route, on peut plus facilement avoir une proportion une baisse de consommation plus importante.
Et sur les navires qui mais sont... on augmente le temps. Bien sûr, mais sur les navires qui sont justement équipés de ces solutions véliques, aujourd'hui, on retrouve à nouveau cette stratégie de routage Oui, que l'on avait évidemment du temps de la marine à voile, Ah oui. mais qu'on retrouve d'une façon un peu différente, évidemment, sur les navires avec une propulsion auxiliaire, comme les navires qui alors sont c'est moins important, je veux dire, que du temps de la marine à voile, où ces bateaux du temps de la marine à voile est de marché qu'au-portant, pratiquement. Et là, on peut être un peu plus... On peut se dérouter moins, mais quand même, il faut quand même tenir compte de tout ça. Mais 20%, vous dites, mais ça, à mon avis, c'est rare. Hein. Bien, merci pour cette présentation intéressante et pour la discussion tout aussi intéressante. On va passer au... Oui, on a pas mal de temps pour des questions. Alors, est-ce qu'il y a une première question? Régis? Oui, Régis Beaugrand. Oui, j'ai une petite question parce qu'il y a eu beaucoup de progrès ou d'améliorations qui ont été faites pour les voiles qui peuvent être mises sur des navires de commerce. Est-ce que vous pensez que des améliorations du point de vue hydrodynamique sur la coque pourraient améliorer les choses aussi? Donc, oui, dans le texte lui-même, je parle éventuellement de mettre des dérives. Il est sans aucun doute que même une dérive relativement limitée sera efficace, puisque j'ai parlé du rapport des densités, 800. Donc, ça veut dire théoriquement, toutes choses égales par ailleurs, que le rapport entre surface de voile et surface de dérive, pour avoir l'équilibre, devrait être de 800. En fait, ce n'est pas vrai, il faut plutôt 100-200. Mais quand même, ce rapport est important. Donc même avec des surfaces de voile comme celle-là, si on prend 1/100 ou 1/200 de la surface de voile de ce voilier, ça ne fait pas une dérive énorme, au point de vue surface. Donc c'est tout à fait possible et ça améliorerait considérablement les choses, en particulier vers les faibles vitesses. Alors ceci étant, même déjà sur cette taille de navire, là, qui fait quand même, je ne me rappelle plus combien il fait, mais il fait 150 mètres, un truc comme ça, ça devient mécaniquement un peu difficile, puisqu'il faut évidemment une dérive relevable, parce que vite, on augmente le tirant d'eau considérablement. Donc, ça va, ma réponse est oui, c'est bien dès qu'on a des navires pas trop grands, mais dès qu'on va vers des cargos importants, ça devient totalement impossible. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je commence par ici. Partout. Oui, merci. Oui, il y a effectivement en ce moment beaucoup de projets de bâtiments, de navires de transport à voile, notamment des paquebots à voile. Les chantiers de l'Atlantique sont en train d'en réaliser. Est-ce qu'à votre connaissance, ces chantiers ont appliqué effectivement ce genre de méthode pour évaluer notamment les bilans énergétiques en matière de propulsion? Les architectes que je connais et les chantiers utilisent des outils beaucoup plus sophistiqués, en fait. Ce qu'on appelle des PPP, des trucs comme ça, plus tous les logiciels d'hydrodynamique par ordinateur. Et parce que ce qu'il faut optimiser, c'est... Bon, ça donne un premier dégrossissage, mais eux, ils vont beaucoup plus loin. Et ils regardent sur une route donnée avec des probabilités de vent, comment ça fonctionne, si c'est rentable ou pas, et de combien. Si ça fait gagner 2 ou 3% de carburant, comparé au coût d'installation et de fonctionnement de ces affaires-là, ce n'est pas forcément rentable. Donc, les gens, à mon avis, utilisent beaucoup plus des outils perfectionnés. Et faire le petit calcul que je viens de faire, je ne pense pas qu'ils le fassent très fréquemment. Et pourtant, ma position, c'est de dire
Ça permet de dégrossir. Mais ça permet de dégrossir, c'est tout. Alors pour revenir au calcul de coin de table, parce que parmi les projets, il y a beaucoup de cargos de taille moyenne, voire même petite, et donc qui seront sensibles à la gîte. Alors est-ce qu'on peut, en extrapolant votre approche, essayer de voir ce qui se passe quand le navire commence à gîter de quelques degrés? À mon avis, oui, parce que il y a des projets avec différents types de voiles, avec différents, etc., des voilures plus ou moins importantes, ce qui compte beaucoup, parce que ça va définir les forces en jeu, et donc les dérives et les traînées, enfin, etc. Donc oui, ça peut servir, et à mon avis, faire avancer le projet beaucoup plus vite, avant de se lancer dans des calculs ordinateurs lourds. Merci. Je crois qu'il y avait une autre question d'Alain, c'est ça? Tu avais une question? Oui, puisqu'on est dans les ordres de grandeur depuis quelques temps, quelques années, les projets de cargo à voile fleurissent, différents types de gréements d'ailleurs, fixes, mobiles, tournants, etc., rigides ou pas. Et chaque projet affirme des gains de puissance de 15 à 20%. C'est le chiffre que tout le monde annonce. Alors après, il y a des petits codicilles en caractères petits, suivant la route, suivant le vent, suivant ci, suivant ça. Mais cet ordre de grandeur de 15-20%, est-ce qu'il paraît grosso modo réaliste, ou bien est-ce qu'on est plutôt dans les quelques pourcents? Bon, il y a ce qui est effectivement affiché pour promouvoir ces projets. Et la réalité. Alors la réalité, pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas beaucoup de données de terrain. Et finalement, l'opinion, parce que ça reste une opinion pour l'instant, des architectes navals que je connais, architectes navals de la voile, c'est que 20%, c'est quand même assez optimiste, pour ne pas dire plus. C'est bien ce qui me semble. Juste une petite question, les résultats de finesse de vos coques de navires marchands, c'est des finesses qui ont été calculées en bassin de carène, ou comment vous avez la première courbe, le premier graphe que vous avez montré avec la finesse induite? Pardon, j'ai du problème auditif. La finesse induite des carènes de navires, et elles ont été calculées comment? J'ai toujours pas compris. Non, mais parler sur le micro, ça va mieux. La finesse. Oui. La finesse des coques, comment elles ont été calculées? En bassin de carène ou... Alors, là, celle que j'ai présentée, c'est un bassin des carènes. Bon, c'est pas très difficile à mesurer. Il suffit de mettre la coque un peu de travers et voir quelle est la traînée supplémentaire. On fait un essai avec carène dans l'axe, on mesure la traînée, on fait un run avec 1 degré, on fait un run avec 2 degrés, tout ça à la même vitesse, et ça donne les courbes. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup de faits comme ça. J'en ai trouvé 2 ou 3. Mais effectivement, ça fait partie de la donnée de base qu'il faut avoir. Et ça, les bassins des graines le font facilement. C'est pas un problème technique important. Alors, je n'ai pas insisté, mais j'en parle un peu dans le papier lui-même. Il y a aussi le fait qu'il y a une traînée supplémentaire due à la gîte. Mais enfin, elle est en général très très faible, là. Merci. On a encore du temps pour des questions, s'il y en a d'autres. Bon, s'il n'y a pas d'autres... Ah si, oui. Une dernière question. Sur ce type de bateau, quelle est l'ordre de grandeur de la dérive du bateau? À mon avis, ça tourne autour de 2 degrés, parce que c'est relativement faible, parce que comme le bateau est déjà à 15 nœuds, ou à 10 nœuds, enfin là, sur
les paquebots, ils voudraient pouvoir faire marcher les paquebots. C'est le projet qu'a Saint-Nazaire en cours de réalisation. D'ailleurs, ils veulent pouvoir marcher à la voile pure. Alors là, ça devient très difficile. Surtout que là, Saint-Nazaire, il fait un bateau qui fait pas loin de 200 mètres de long. Hein. Mais là, quand vous êtes déjà à 15 nœuds avec votre machine, en gros, on tourne autour de 2 degrés, quoi. Et c'est pour ça que j'ai utilisé des coefficients de finesse, des rapports portance traînée relativement élevés. Et évidemment, si vous réduisez la vitesse, comme j'ai dit, 10 nœuds, ben à ce moment-là, vous serez à 4 degrés de gîte et avec une finesse beaucoup plus faible. Donc, d'un côté, si vous êtes à plus grande vitesse, plus vous êtes vite, moins la zone de vent favorable est grande parce qu'il faut plus de vent pour atteindre les bons angles. Mais la finesse est bonne. Et si vous fonctionnez à une vitesse de navire plus faible, le domaine de vent est théoriquement plus large, mais comme la traînée est plus forte, en fait, ça se réduit aussi. Donc, il y a un optimum. Alors, je n'ai pas calculé, hein, mais c'est probablement entre 10 et 15 nœuds, probablement, mais à peu près, quoi. Mais, au-delà, ça va trop vite, et en dessous, on devient une savonnette. Encore une dernière question. Oui, bonjour, Bertrand Alessandrini, Farwind Énergie. Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, j'avais plus un commentaire global qu'une question par rapport à la question qui a été posée précédemment sur est-ce que finalement on peut gagner beaucoup avec une propulsion vélique. Moi, je fais partie des gens qui ont utilisé de nombreux VPP, de nombreux simulateurs sur un très grand nombre de routes. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est très dépendant de la route et évidemment du vent qu'il y a sur cette route. Et en gros, la variabilité, c'est entre 5%. Donc là, on peut dire que ce n'est pas intéressant, et parfois 30%. Et on s'est rendu compte que si on se dit que 20% c'est intéressant, alors dans ces cas-là, il y a 20% des navires de la flotte mondiale sur lesquels ça peut être intéressant d'utiliser une propulsion vélique. Donc voilà, il faut retenir ces deux chiffres, de 20% de la flotte sur lequel vous pouvez gagner 20% de la consommation. Oui, alors je voudrais compléter aussi, c'est-à-dire que dans l'optimisation, on peut moduler la route pour avoir des vents plus favorables. C'est ce que je faisais dans le passé avec comment ça s'appelle, les charts, les routes pour les voiliers, quoi, de commerce. Oui, vous faites référence au routage, en fait. Et donc, on faisait du routage. Et là, j'avais un arrière-grand-père qui était capitaine de long cours dans les années 1800 et quelques, à la voile. Bon, il était uniquement à la voile, donc il faisait des routes qui n'étaient pas du tout droites. Hein. Oui, c'était le pilote charge dont je voulais parler. Ça me revient. Et donc là, les pilotes charge vous donnaient les routes à l'époque pour les voiliers en fonction des saisons et donc des vents dominants. Et là, effectivement, si on accepte d'allonger la route, on peut plus facilement avoir une proportion une baisse de consommation plus importante. Et sur les navires qui mais on augmente le temps. Bien sûr, mais sur les navires qui sont justement équipés de ces solutions véliques, aujourd'hui, on retrouve à nouveau cette stratégie de routage que l'on avait évidemment du temps de la marine à voile, mais qu'on retrouve d'une façon un peu différente, évidemment, sur les navires avec une propulsion auxiliaire, comme les navires qui sont... C'est moins important, je veux dire, que du temps de la marine à voile, où ces bateaux du temps de la marine à voile est de marché coportant, pratiquement. Et là, on peut être un peu plus... On peut se dérouter moins, mais quand même, il faut quand même tenir compte de tout ça. Mais 20%, vous dites, mais ça, à mon avis, c'est rare. Hein. Bien, merci pour cette présentation intéressante et pour la discussion tout aussi intéressante. On va passer au...